Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intanto Cultura. À une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sexe à une heure de grande écoute en clair et sur une chaîne de service public. Nous allons tenter de lever le voile sur un sujet qui nous concerne tous. Regarder la sexualité en face, ce n'est pas se livrer à la pornographie. Au contraire, c'est appréhender ce sujet comme un objet d'étude et pas seulement médical, un objet de culture au sens le plus transversal du terme. Nos invités n'ont pas froid aux yeux. Marie-Ange Philippi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre d'entretien Au fond des choses, un essai sur la sexualité sous la forme d'entretien avec plusieurs personnalités corses, ou non, mais majoritairement corse. Vous abordez la sexualité sous les angles de la philosophie, de la psychologie, du droit, de la gastronomie, du sport, de la religion, de la politique ou encore des arts. On va en parler. Audrey Royer, bonsoir. Bonsoir. On connaissait votre podcast Sexiste qui déconstruit les stéréotypes et interroge le genre. Il y a un an, vous avez créé la série audio Sex by Step dans laquelle des jeunes adolescents parlent de sexe sans tabou, ou en tout cas essayent. Alors Marie-Ange Philippi, je vais lire les premiers mots de votre préface, si j'arrive à l'ouvrir. Non mais je l'ai recopié sur ma feuille. Donc le sexe est un objet de savoir digne d'intérêt, j'en suis convaincue, écrivez-vous. Qu'est-ce qui vous en convainc et pourquoi avez-vous eu besoin de l'affirmer de cette manière ? Qu'est-ce qui m'en convainc, c'est déjà de lire et de faire des recherches là-dessus, et plus je lis, plus je fais des recherches, plus je me rends compte que c'était un sujet abyssal. Et qu'est-ce qui le besoin de l'affirmer, parce que ce n'est pas évident, parce qu'on voit un peu la sexualité comme thème, un peu comme soit un sujet de magazine féminin, soit un sujet féministe pour le coup et très militant, mais peu comme un réel objet d'étude scientifique au sens et culturel au sens très large du terme. Et vous, Audrey Royer, est-ce que vous auriez pu affirmer cette phrase aussi de la même manière, le sexe est un objet de savoir digne d'intérêt? Marie-Ange parle beaucoup mieux que je ne parle, donc je pense pas pouvoir je ne pense pas que j'aurais sorti cette phrase, mais je suis tout à fait d'accord. Mais sur le fond, vous êtes d'accord avec elle? Oui, sur le fond, c'est très juste, et je pense que même les jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la sexualité. Et bien, on va y venir. Le cœur de votre travail à toutes les deux est donc de mettre des mots sur la sexualité et donc de tenter de la définir. Pour vous, est-ce que c'est un comportement naturel alors ou culturel ? Alors c'est un piège, la nature est un piège. Non, ce n'est pas un comportement naturel. Il y a le fait, un rapport sexuel est naturel, évidemment. Ce qu'on pourrait appeler le Covid est naturel. Évidemment, ce sont deux corps qui se rencontrent, deux corps biologiques. Cette donnée-là est naturelle. En revanche, affirmer que la sexualité est naturelle, c'est un piège qui est assez dangereux. Parce qu'en fait, on s'enferme dans des représentations masculines et féminines qui donnent lieu à des représentations sociales complètement déviées. Si la sexualité n'était que naturelle, je vous assure que la drague serait un peu moins fun. On se sentirait en fait juste voilà, et ça on suffirait. Se renifler comme voilà. Des mammifères que nous sommes. Hein, voilà. Et ça suffirait. Et non, la sexualité, c'est culturel. On ne fait pas l'amour pareil en France, aux États-Unis, au Maroc. Voilà, je voulais vous poser la question un peu plus tard dans l'émission. Marie-Ange Philippi, votre livre est le prolongement d'une série d'émissions que je recommande vivement, émission du même nom, Au fond des choses, diffusée il y a un an sur Viastel, c'est ça, un an. 10 entretiens de 13 minutes, désormais disponibles en replay sur le site de France Télévisions. Plusieurs contributeurs du livre s'y exprimaient face caméra. Si vous l'avez raté, voilà à quoi ça ressemble. On est dans un monde où on voit beaucoup de sexe, mais où on est bombardé d'images, mais où on ne parle pas forcément de sexualité. Et quand je parle de sexualité, je parle de pas uniquement de l'aspect pratique, physique ou des positions, mais bien de relations, d'intimité, de rapport à son corps, de son histoire personnelle. Je ne vous cache pas que quand vous m'avez invité très courtoisement, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je vais aller faire sur un plateau pour parler des rapports entre sexualité et pouvoir, parce que dès qu'on parle de sexualité, ça renvoie à une sphère très intime. Et je suis un peu comme les gens de ce pays, c'est-à-dire que je pense avoir suffisamment de pudeur pour ce monde. Il y a une notion de plaisir qui est complètement identique à la nourriture. Et vrai, ce phénomène de récompense, qu'elle soit sexuelle, orgasmique, culinaire, ça éclate les gens parce qu'il y a cette notion de plaisir, il y a cette notion d'aboutissement, d'être rassasié de quelque chose aussi, et d'avoir un but, de le sentir arriver et de l'atteindre.
C'est sûr que voilà, quand on gagne des matchs ou on gagne une compétition, un titre, c'est sûr que là, on est en extase, quoi, hein, que ça soit avec le public. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu les deux activités, on va dire, s'entrecoupent, quoi. J'étais assez d'accord la première fois que j'ai lu dans un texte de Borges qu'il expliquait que quand il se mêlait pas à la volonté d'humiliation ou à des questions de domination ou de violence, le sexe n'était pas une question de morale. Et dans le domaine de la philosophie morale, il me semble qu'un des problèmes les plus insoluble, c'est d'essayer de faire la part des choses entre ce qui relève d'un sujet vraiment moral et ce qui relève d'un préjugé culturel. Alors justement, la sexualité, ça relève d'un sujet moral ou d'un préjugé culturel? Notre rapport, en tout cas, à la sexualité. On pourrait faire... Vous avez une minute. Ouais, voilà. On pourrait faire 5 heures là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, elle ne doit pas relever... Ça ne doit pas être une question morale. À partir du moment où on pose une question morale, on fige beaucoup trop le sujet. En tout cas, je vous invite à regarder notamment toute la série. Hein, il y a 10 épisodes de 13 minutes, mais cet épisode avec Jérôme Ferrer, il est très intéressant. Et franchement, moi, j'ai pas trop... À la fin, je n'ai pas tranché. La question n'est finalement pas tranchée. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que je pense qu'on arrivera à un peu des dérive autoritaire, entre guillemets, de penser le jour où ça sera tranché. Il faut ne jamais cesser de se poser les questions. Je ne sais pas si c'est tranchable, excusez-moi, le mot n'est pas correct, mais en tout cas, il ne faut jamais cesser de se questionner. De se questionner. Alors, on le disait, notre morale, nos rituels amoureux, notre manière de séduire font partie de notre patrimoine, de notre outillage culturel. Du coup, peut-on dire que notre culture modèle façonne notre sexualité? Peut-être, Audrey, vous avez votre point de vue là-dessus. Oui, mais je pense aussi que la sexualité a évolué à travers les siècles, à travers les sociétés, aussi, comme on le disait tout à l'heure, selon les différents pays, la culture, la religion. Oui, alors il y a tout un poids. Qu'on soit en Méditerranée ou dans l'ère scandinave, on a un rapport différent à la sexualité, par exemple? Oui, je ne saurais pas vous dire quelles études, là, de mémoire, les quantifient, mais oui, ne serait-ce qu'en Europe, il y a une différence entre la France, l'Italie, la Suède, ne serait-ce que dans les rapports hommes-femmes de séduction, par exemple. Et l'insularité, alors, puisque vous interrogez dans votre podcast essentiellement que des jeunes adolescents de Corse, Ajaccio, Sartène, Porto Vecchio, est-ce qu'il y a des typologies comme ça qui apparaissent dans la manière de vivre la sexualité sur une île comme la Corse? Ouais, mais il y a le regard de l'autre qui rentre beaucoup en jeu ici. On le sait, vu qu'on est une micro-société, tout le monde se connaît, où on connaît toujours quelqu'un qui va connaître un tel, enfin bref, l'éternelle rengaine. Et donc du coup, il y a peut-être un tabou ou des non-dits, une façon de se cacher un peu, et notamment dans la sexualité, parce que qu'est-ce que ça reflète de notre âme dans l'intime. Ouais, ça doit être assez différent, et surtout quand on est jeune, c'est assez compliqué de se positionner sur ces questions. Donc visiblement, notre rapport à la sexualité diffère en fonction de notre culture ou notre sous-culture, qu'elle soit urbaine, rurale, de notre milieu social, même, j'imagine, entre en ligne de compte, et évidemment de notre religion. Dans l'émission, Marie-Ange Philippe, dans votre émission, Au fond des choses, vous aviez interrogé l'ancien évêque de Corse, Olivier de Germay. Écoutez. Aime et fais ce que tu veux. Avec cette homélie prononcée en l'an 407, saint Augustin nous enjoint-il à profiter des plaisirs de la vie? Alors non, je crois qu'il faut replacer évidemment cette phrase de saint Augustin dans son contexte. En fait, saint Augustin, vous savez, c'est un penseur, il réfléchit, et il réfléchissait au mystère de l'amour. Et au fond, il se demandait, mais qu'est-ce qui fait qu'un acte est bon ou mauvais? Et sa conclusion, c'est de dire, mais finalement, si un acte s'enracine dans un cœur plein d'amour, si un acte est inspiré par l'amour, alors forcément, il est bon. Et donc, aime et fais ce que tu veux. Pour nous, la sexualité, ça va être l'expression d'un don. Et un don, il est forcément accompagné d'une promesse. C'est pour ça que pour nous, la sexualité se vit dans le cadre d'une promesse, qui s'appelle en l'occurrence le mariage, qui signifie, si je me donne, c'est pour toujours.
Émission très intéressante que je vous invite aussi à voir en intégralité sur le replay de France Télévisions. Alors on a entendu tout à l'heure Jean-François Cazalt, homme politique, nationaliste et avocat. On a entendu sa pudeur. Là on entend l'ancien évêque de Corse, Monseigneur de Germay. Est-ce que vous avez eu du mal à les convaincre de participer à cette émission ? Absolument pas. tout le monde me pose la question et j'ai été agréablement surprise. Il n'y a aucun invité qui était réticent ou qui n'a pas voulu, ou il y a des choses qui ne se sont pas faites pour des raisons d'emploi du temps, mais sinon... Mais sur le fond, venir parler de sexualité, ça n'a posé problème à personne. Absolument pas, parce que c'était une précision et une condition qui était importante. Aucune question intime n'est posée. C'était pas l'objet de l'émission, c'est pas l'objet du livre. Le but, c'était de décortiquer, de réfléchir à la sexualité comme objet social, sociétal, culturel, etc. Alors, vous écrivez dans la préface que la sexualité est une relation sociale comme les autres, pouvant être traitée avec sérieux et décontraction, autant dans les colonnes du Washington Post que dans celles du Corsicaser. Du coup, je me suis amusée à regarder dans nos archives. J'ai fait une petite recherche sur notre moteur de recherche d'archives. J'ai rentré les mots sexe et sexualité, et sur l'année 2022, il est sorti seulement 15 occurrences, sachant qu'il y a un journal tous les soirs avec 8-10 reportages par journal. Voilà, c'est très peu, 15 occurrences, et 14 occurrences concernent l'actualité judiciaire, des procès pour viol ou pour agression sexuelle. Une seule occurrence concerne un reportage sur l'éducation sexuelle. Voilà pour ce petit exercice d'autocritique. Visiblement, on a beaucoup de mal à parler de sexualité dans le Corsicaser. Marie-Ange Philippe, est-ce que vous avez une idée de laquelle... est-ce que vous pouvez nous éclairer sur nos blocages ? On parle quand même plus de sexualité déjà au national, on en parle déjà quand même plus. C'est encore une fois du mal. Je ne pense pas que ce soit une question de pudeur, je n'y crois plus en 2022 à ça. En revanche, on a du mal à considérer la sexualité comme un sujet, c'est-à-dire qu'on le range un peu dans la rubrique sexo des magazines féminins, ou encore une fois un sujet militant qui serait réservé à un féminisme, etc. Alors que c'est un sujet journalistique comme les autres. Alors, quand on parle de sexualité, donc je le disais souvent, le propos se résume malheureusement à la dimension sanitaire ou judiciaire. On le voit malheureusement sur notre antenne. Prévention des MST, consentement, porn revenge, les agressions, les mouvements I Was, Me Too. Le risque, Audrey Royer, n'est-il pas de générer de la peur, du repli, notamment chez les jeunes, en ne nommant que les dangers qui sont liés à la sexualité ? Je pense qu'ils arrivent aussi à scinder ce qu'ils apprennent entre la réalité et ce qu'on leur enseigne à l'école. Parce qu'au début, il y a quelques interventions en milieu scolaire de SVT ou d'éducation à la sexualité. Non, mais l'actualité, les médias qui appuient sur les dangers liés à la sexualité. Est-ce que ça présente pas un risque finalement ça ne crée pas les conditions pour l'épanouissement d'une sexualité sereine, peut-être. Je pense qu'ils voient ça comme un cours d'SVT en fait. Ils voient pas ça comme quelque chose à s'imprégner, ou ils posent pas les questions auxquelles ils aimeraient des réponses à l'école, ou alors c'est encore un peu tabou dans les foyers, j'imagine. Et donc ils cherchent un peu des réponses sur les réseaux sociaux, sur d'autres médias un peu alternatifs. Et donc là, il n'y a pas que attention, les MST, les maladies et les violences sexuelles et sexuelle. Et il y a aussi la notion de plaisir qui on va les écouter, ces jeunes. Vous leur tendez le micro devant le collège ou le lycée, donc je le disais, à Ajaccio, Porto Vecchio, Sartène. Vous les invitez à s'exprimer librement sur la sexualité. Et Sex by Step, c'est le nom de cette série audio, est diffusée sur Instagram. Vous parliez des réseaux sociaux. Écoutez un extrait. Et en fait, je suis partie de chez lui et là, je me suis sentie ultra mal. Et j'ai commencé à envoyer des messages à mes copines en me disant en fait, ça y est, j'ai perdu ma virginité, quoi. Et cette sensation d'avoir perdu quelque chose. Je trouve que rien que le terme, c'est ultra violent pour une fille.
Ma première fois était assez pathétique, il faut bien le dire, donc j'avais très peu d'attentes, elles ont été parfaitement remplies, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Et je pense, ça c'est un point de vue personnel, que la première fois chez un homme est très différente. Nous les hommes on voit presque ça comme une honte et comme une démangeaison, quelque chose qui va nous permettre de passer à autre chose. Elle est où ma culotte? Le lit est mouillé. Et en fait j'étais juste pas préparée à ça, mais il n'y a aucune honte à avoir sur ce moment, même après, quand t'es avec le bon partenaire, en fait ce moment il est fun et c'est normal en fait. Pour moi, le consentement, c'est un oui. Et c'est un oui sans contrainte. C'est un pur oui. Et c'est un oui plusieurs fois aussi. Pas juste un oui du début et après un mitigé au milieu et un non à la fin. C'est un oui du début jusqu'à la fin. Alors, je connais le stérilet et c'est du cuivre et comme ça, il n'y a pas d'enfant. Je connais la capote, préservatif pour être plus poli. Et je connais la pilule. Ouais, on en parle quoi. Mes potes qui ont déjà fait quelques trucs, ils me racontent et tout, enfin voilà quoi. Ouais, c'est bien d'avoir les différents points de vue quoi. Mais après c'est vrai que dans notre génération c'est un peu tabou quand même. Bon, la sexualité en général. Je sais pas. Beaucoup de jugements. C'est ça, beaucoup de jugements. On est tous différents, on a chacun nos petits plaisirs, nos petites préférences, nos petites barrières. Il faut juste les respecter. Je prends par exemple même la différence entre des partenaires. Il y a des choses qu'on va aimer avec un partenaire et puis même si c'est la même chose avec l'autre partenaire, ça va pas passer. Peut-être qu'il faut de l'amour. Alors voilà, bien que ce projet soit reconnu d'utilité publique, il est soutenu par la collectivité de Corse, l'agence régionale de santé, le préfet de Corse et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio. Ce sont vos partenaires pour ce podcast. Il a été censuré sur les réseaux sociaux. Ah oui, ouais. Mais, dès qu'on parle de sexualité, pénétration, qu'on utilise un peu des termes crus, les posts sont... Crus, fellation, pénétration, c'est même pas des mots d'argot. Ouais, lié à la sexualité, en fait, c'est banni d'Instagram et encore plus de TikTok. Ils nous ont supprimé les comptes à plusieurs reprises, donc il faudrait qu'on réessaye. Mais vous avez fini par réussir à contourner les règles d'Instagram et vous êtes bien présent sur Instagram. Alors, on a entendu une jeune femme dire « il faut de l'amour » à la fin, c'était le dernier mot de ce petit montage. Finalement, nos jeunes ont aussi un rapport assez traditionnel à la sexualité. On en revient aussi au poids de la culture, peut-être notre culture judéo-chrétienne, finalement, est très présente dans leur façon d'appréhender la sexualité. Mais ils sont vraiment super. J'avais un peu peur, moi aussi, qu'ils ne veuillent pas répondre à mes questions. Et au final, il y en a très peu qui n'ont pas souhaité y répondre. Tous et toutes étaient vraiment très enthousiastes à l'idée qu'on leur donne la parole et qu'on les écoute et qu'il n'y ait pas de limite de temps, que leur parole soit vraiment acceptée. Et ils avaient des choses super intéressantes à nous dire, à nous faire partager des craintes, des questionnements, mais aussi des affirmations sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils imaginent, et c'était super enrichissant, et les institutionnels l'ont vu aussi, les professionnels, les partenaires ont tous vu ça. Marie-Ange Philippe, justement le rapport à la sexualité et aux mots que l'on pose sur la sexualité évolue en fonction des générations. Je pense, mais il reste quand même un vocabulaire, comme vous dites, assez traditionnel. J'ai une anecdote qui m'a fait rire, mais qui est assez parlante. Un soir, sortie d'entracte de la boîte, pardon, sortie d'une boîte de nuit à Ajaccio. Et en fait, j'entendais des jeunes qui devaient avoir 16 ans, vraiment. Et il y en a un qui dit non, mais maintenant, moi, je suis en couple. Et en fait, il y avait 2-3 autres filles qui disaient oh, félicitations, c'est trop bien, tu es enfin calée et tout, vraiment, félicitations. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais ils ont 16 ans et ils se félicitent d'être en couple, d'être calés, comme si c'était éternel et définitif, et c'était à la fois touchant. Et je trouve que ça montre bien déjà, nous, la mauvaise vision qu'on a des jeunes et la dichotomie entre ce qu'on peut ressentir, percevoir et ce dont ils ont vraiment envie, quoi. Et justement, il y a une urgence à mieux connaître, à faire parler ces jeunes pour mieux connaître leur sexualité et pour mieux les guider, justement. Oui. C'est ça le but. C'est ça le but, et je pense que la première saison pour ça l'objectif est atteint, et on espère avec une autre saison et même plus que les jeunes prennent encore plus la parole, voire même s'emparent eux du sujet pour en parler. Eh bien, merci beaucoup, mesdemoiselles. À l'heure où le porno est partout, où tout le monde y a accès, et on parle peu de sexualité, et c'est bien dommage parce que nos enfants ont bien besoin d'être guidés dans ce monde pornographique. Merci Audrey Royer. Je rappelle le nom de vos séries audio, Sexiste et Sex by Step.
Marie-Ange Philippe. Votre émission Au fond des choses est toujours disponible en replay sur le site de France Télévisions et le livre est paru chez Scudo Éditions. Merci, très bonne soirée. Tout de suite, c'est le Corsica Zère.